Nous en sommes maintenant à la dernière étape, la sixième, de la méthode scientifique des sciences de la nature. Alors, il s'agit donc de tester expérimentalement des prévisions théoriques, donc des prévisions qui ont été faites à partir des théories qui ont été élaborées. Alors, je reprends l'objectif général. Il s'agit donc de répondre à un jeune ami qui m'interroge sur science, technologie, technique, qui voudrait comprendre qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on a comme métier, en quoi c'est utile, etc. Voilà. Donc ça j'ai déjà fait ça beaucoup. Euh, dans la toute première vidéo, et puis ça nous a amené à regarder ces, euh, ces différentes étapes successives de la méthode scientifique. Donc je répète, c'est identifier un phénomène, on le voit bien. Ensuite, le quantifier, c'est-à-dire mesurer tout, réunir les données en équation, puis induire une théorie, c'est-à-dire qu'on va inventer une théorie. De cette théorie, on cherche une conséquence théorique et on va la tester, c'est l'objet de cette nouvelle vidéo, l'avant-dernière, parce qu'il y aura une conclusion qui va dépasser la méthode des sciences de la nature. Alors, pour cette dernière étape de la méthode des sciences de la nature, je vais prendre l'exemple du soufflé, parce que c'est un exemple que j'aime bien. D'abord, j'aime beaucoup les soufflés au fromage quand ils sont réussis. C'est une espèce de truc merveilleux, cet objet qui gonfle, aérien. Il y a à la fois à manger, mais c'est quand même tendre. Et puis, il y a de l'œuf. J'aime beaucoup les soufflés au fromage, donc avec une pointe de noix muscade, un peu de poivre, du piment de Cayenne, enfin des tas de choses. Ah bah tiens, donnons la recette avant de nous lancer. Alors la recette, elle n'est pas difficile. Donc on commence par prendre une casserole. Dans cette casserole, on met un peu de beurre, un peu de farine, temps pour temps. On chauffe doucement, ça doit cloquer et brunir doucement. Voilà. Une fois qu'on a ça, on met un verre de lait. On continue à chauffer pour que ça épaississe. Alors là, on sale, on poivre, on assaisonne, donc noix muscade, piment de Cayenne. Voilà. On y ajoute du fromage, on sort du feu, on laisse refroidir, on y met des jaunes d'œufs, et puis les blancs, on les bat en neige, et on va mélanger l'ensemble très délicatement, et on le met dans un moule beurré fariné qu'on met au four, et le soufflé gonfle merveilleusement. Voilà. Alors, en réalité, c'est ça qui m'a fait tomber dans la marmite de la gastronomie moléculaire et physique. C'est-à-dire que je cuisine depuis toujours, et le 16 mars 1980, je fais un soufflé au roquefort, et ce soufflé rate, alors que la seule chose que je n'avais pas faite, c'est de mettre les jaunes d'œufs deux par deux. Alors le 23 mars, j'ai recommencé, j'ai mis les jaunes d'œufs deux par deux, et le soufflé a été réussi, mais surtout ce jour-là, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire des œufs deux par deux? Pourquoi pas trois par trois ou quatre par quatre? Et en fait, rétrospectivement, je sais que c'est pas deux par deux qui était important, c'était surtout ce que je vous ai dit auparavant, mais j'ai pas insisté, de laisser refroidir la préparation à base de, enfin l'espèce de béchamel, quoi, à base de fromage, avant d'y mettre les jaunes. Bon. Et puis, il y a surtout des tas de questions. Comment cuire les soufflés? Est-ce qu'il faut que les blancs soient fermes, pas fermes, etc. Donc ça, j'y ai passé des années, hein, et je n'ai pas terminé. Mais on se souvient que je veux arriver à la question de tester expérimentalement les précisions des théories. En réalité, quand je me suis lancé dans cette étude, donc le 24 mars 1980, c'est très précis, il y avait une théorie qui avait été donnée et qu'on trouvait dans le Larousse gastronomique qui était les soufflets gonflent, disait-il, et on verra que c'est pas vrai, enfin c'est pas ça la question, parce que les bulles d'air se dilatent à la chaleur. Bon, alors voilà une théorie, un mécanisme, parce que les bulles d'air, qui viennent du blanc en neige, hein, se dilatent à la chaleur. Alors est-ce que c'est vrai? Bon alors, la première des choses que fait un scientifique qui s'intéresse à la thermodynamique, c'est de calculer en utilisant ce qu'on appelle la loi des gaz parfaits, l'équation des gaz parfaits, on devrait dire. L'équation des gaz parfaits, elle s'applique à peu près à tous les gaz, plus ou moins, mais, mais donc en particulier à l'air dans les bulles d'air du soufflet. Et cette équation, elle relie la pression, le volume, avec la température. Bon, il y a la quantité de matière, mais peu importe.
Et immédiatement, quand j'ai commencé mon étude du soufflet, j'ai utilisé cette équation des gaz parfaits et j'ai vu que si c'était vrai que les soufflets gonflent parce que les bulles d'air se dilatent à la chaleur, à ce moment-là, le gonflement devrait être de 27%. Or, en réalité, ça peut être 200 ou 300%. Ce qui prouve que cette théorie était insuffisante, ce qu'on savait, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, en fait, quel était le mécanisme essentiel du gonflement des soufflets? Alors, finalement, bien plus tard, j'ai découvert que c'était l'évaporation de l'eau. Et je l'ai découvert de plusieurs façons, mais notamment en cuisant un petit soufflet de 100 grammes avant et après cuisson, et j'ai vu qu'il perdait 10 grammes à la cuisson. 10 grammes de quoi? 10 grammes d'eau. Et donc, cette eau, elle est présente dans le soufflet parce qu'il y a de l'eau dans l'œuf, il y a de l'eau dans le lait. Bon. Et cette eau s'évapore, et elle s'évapore bien, surtout quand le fond, enfin quand le ramequin est sur la sole du four. Parce que c'est comme ça qu'on chauffe le plus efficacement. C'est comme ça que de la vapeur va se former. Or, 1 gramme de vapeur, ça fait 1 litre, pardon, 1 gramme d'eau, ça fait 1 litre de vapeur. De quoi pousser les couches vers le haut. Bon. Alors tout va bien. Donc un petit soufflet de 100 grammes, il perd 10 grammes. Ça veut dire qu'il pourrait faire, avec 100 grammes de préparation, on peut faire 10 litres. Bon. Alors évidemment, on ne fait pas 10 litres. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas 10 litres? Parce qu'on voit les bulles d'air, maintenant qu'on sait que c'est les bulles de vapeur, maintenant qu'on sait que c'est des bulles de vapeur, on va les chercher, on va les regarder, et on les voit passer, pousser les couches vers le haut, mais aussi traverser et finalement s'échapper. Eh bien, prévision, faisons une croûte, ça s'échappera moins facilement. Eh bien, l'expérience montre que cette nouvelle théorie est meilleure que l'autre. Alors, je n'ai pas dit que la nouvelle théorie est la bonne. J'ai dit qu'elle décrit bien mieux les phénomènes que la théorie ancienne, puisqu'elle explique au premier ordre le gonflement. Après, on va pouvoir rentrer dans des détails. Et les détails, la théorie maintenant, c'est les soufflets gonflent parce que l'eau s'évapore, parce que les bulles d'air gonflent un peu, parce qu'il y a une croûte qui peut retenir, parce que les bulles de vapeur auront du mal à s'immiscer dans les blancs de battus en neige s'ils sont bien fermes, et ainsi de suite. On peut aller en raffinant comme ça. Donc voilà pour un exemple de test expérimental d'une prévision théorique. Bon. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ces tests expérimentaux? Alors c'est là où c'est intéressant. Là, on est au laboratoire. Là, de nouveau, on mesure et on ne doit pas se tromper. Dans notre laboratoire, il y a un grand panneau qui marque attention, le diable est caché derrière chaque détail expérimental et derrière chaque calcul. Oui, le diable est là partout et c'est pour ça que quand on produit un résultat, on doit le valider. Ce mot validation n'a pas été prononcé à ma connaissance, à mon souvenir, pendant mes études de physico-chimie et je trouve ça très extraordinaire. La science, les sciences de la nature ne sont faites que de validation et de validation et de validation. C'est-à-dire qu'un calcul, on le refait, mais on ne le refait pas une fois, on le refait 2 fois, on le refait 10 fois, et on le refait différemment. Une expérience, on produit un résultat, mais ce résultat, on doit vérifier par une autre méthode qu'on aura le même résultat. Et ainsi de suite. On est sans cesse en train de valider. Alors c'est lent, je suis d'accord, c'est lent, c'est lent. Mais dans le fond, le bonheur, il est dans le pas qu'on fait, il n'est pas dans le sommet de la montagne qu'on n'atteindra jamais. Hein. Si on n'a pas de plaisir à faire ces travaux, il ne faut pas les faire, il faut faire un autre métier. Hein. C'est pour ça que je suis toujours très étonné des tricheurs en sciences. Je ne comprends même pas. Ça prouve que ce n'est pas des scientifiques, parce que nous, notre objectif en science, c'est lever un coin du grand voile, c'est-à-dire faire une découverte. C'est pas en trichant sur un résultat qu'on fait une découverte. Il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire dans cette affaire. Et donc la question de l'éthique des sciences doit être bien prise. Mais qui dit éthique dit responsabilité, qui dit responsabilité dit attention, c'est le prochain chapitre, donc je m'arrête ici.